Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est 5 mai, on est le 5 mai 19h pour un petit live sur relations amoureuses. Alors, c'est un sujet qui, ma foi, est très populaire. Je m'en attendais un petit peu. Les relations amoureuses, c'est un des sujets qui nous attire le plus. C'est un sujet dont on ne se tanne jamais de parler. C'est un sujet qui crée énormément d'émotions. C'est un sujet qui est aussi très mystérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant que ça de recette magique pour réussir sa relation amoureuse. Donc, c'est pas quelque chose qui est simple, vraiment pas. Autant au niveau comportemental, tant au niveau social, tant au niveau psychologique, c'est vraiment pas si simple que ça. Et ben, je trouvais que c'était le fun de faire un petit live sur ces questions-là. Je trouvais ça challengeant. C'est toujours un challenge, parler de relations amoureuses. Et donc, je voulais répondre à certaines questions que j'ai reçues. J'ai reçu beaucoup de questions. Moi et mon équipe, on a reçu, je dirais, une cinquantaine de questions. Plusieurs de ces questions-là se recoupent. Et bon, on a fait une certaine synthèse pour alimenter un petit peu la discussion aujourd'hui concernant les relations amoureuses. Je, je pense que je commencerai cette discussion-là pour parler de qu'est-ce qu'une relation amoureuse. Je pense que ça va être difficile d'avancer sur ce sujet-là si on ne fait pas une espèce de rétroaction, un bilan de où on est rendu dans notre perception de qu'est-ce qu'une relation amoureuse, qu'est-ce que le couple. Et évidemment, dans relation amoureuse, il y a l'expression relation et il y a l'expression amoureuse. Et donc, dans amoureuse, il y a amour. Et donc, il faut parler d'amour. Qu'est-ce que c'est finalement l'amour? Comment ça fonctionne? Je pense que c'est vraiment important de parler de ça également. Parce que on est, je dirais là, les sociétés les plus modernes, on est probablement les gens les plus mêlés en termes de qu'est-ce qu'une relation amoureuse, comment ça fonctionne. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut revisiter ça parce que c'est pas tous les humains qui vivent leur relation amoureuse de la même façon. Donc, étant donné que j'ai voyagé quand même beaucoup, ça m'a donné l'opportunité au cours des 15-20 dernières années d'observer différents phénomènes en termes de relations amoureuses, puis de voir un petit peu quels mécanismes sont présents, lesquels sont absents, lesquels amènent plus de stabilité, moins de stabilité, quels sont les avantages et les inconvénients dans chacun. Et c'est super intéressant. Donc, premièrement, je veux vous dire que il y a certains sujets en psychologie qui sont beaucoup plus clairs que d'autres. Okay? Il y en a qui sont beaucoup plus, je dirais, scientifiques ou opérationnels que d'autres. Il y en a qui sont plus mystérieux. Il y en a, parce que la psychologie, hein, c'est large. Hein, on peut partir de la neuropsychologie fondamentale, okay, l'analyse de potentiel d'action dans des neurones, puis disséquer ça dendrite par dendrite, jusqu'à, c'est presque proche de la philosophie, c'est-à-dire où est-ce que là, il faut réfléchir à la condition humaine au sens large, et il y a des volets de la psychologie qui sont beaucoup moins précis. C'est correct, ça fait partie un peu du spectre de l'étude en psychologie, puis comment on s'arrange pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un humain. Donc, donc voilà, parlons un peu d'où on est rendu dans nos connaissances sur les relations amoureuses. Il y a des études, évidemment, qui sont faites. Il n'y a pas de littérature, la littérature scientifique n'est pas si claire que ça sur tous les mécanismes de relations amoureux parce qu'il y a un problème de définition. Beaucoup, beaucoup. Fait que là, il faut couper beaucoup en termes de zones, de culture, de concepts reliés à l'amour. L'amour qui est déjà quelque chose à définir, qui est très difficile, qui peut être très vaporeux et qui change d'une culture à l'autre. Donc, je pense qu'il faut en parler. Ça fait partie de, je pense, une des discussions préalables. Donc, je vais m'avancer sur certaines opinions que j'ai qui sont, je vous dirais, essentiellement basées sur, oui, la lecture, les lectures, la littérature scientifique,
aussi basé sur, je dirais, une bonne quinzaine d'années de coaching, thérapie, d'assistant en thérapie, thérapie de couple. J'ai fait ça beaucoup. Donc, les relations amoureuses, c'est quelque chose qui est toujours présent à un moment donné dans un processus individuel. Et même les clients que je coach là, actuellement, même des clients très corpaux, à un moment donné ou à un autre, il faut parler des relations amoureuses. Il faut parler de la vie personnelle, ce qui se passe à la maison. La relation amoureuse, c'est vraiment une relation qui est spéciale, qui se distingue des autres types de relations. Et donc, ça affecte la vie au complet. C'est vraiment pas quelque chose qui est neutre ou qui nous affecte avec un faible pourcentage. C'est vraiment pas ça. Donc, il y a des gens là, qui ont des très grands succès au niveau professionnel. Il y a beaucoup de personnes qui ont du succès là, au niveau public, mais après ça, la vie amoureuse, on va l'appeler amoureuse, on la définira tantôt. Ben là, c'est complètement une autre histoire. Complètement. Donc, il y a des grosses polarisations entre le domaine privé, la sphère publique, la sphère professionnelle et à la maison. Donc, c'est pas toujours cohérent, vraiment pas. Donc, ça indique quand même que ça mérite tout à fait, euh, cette discussion-là. Donc, c'est ça. Donc, je vais en parler en fonction de ce que j'ai lu en termes de littérature scientifique, en termes d'expérience clinique beaucoup. Et aussi à la lumière des différentes cultures que j'ai vues. Donc, moi je suis rendu avec certaines opinions qui sont maintenant assez claires pour moi sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et je pense pas que ça fasse nécessairement l'unanimité, mais je peux vous dire que ces tendances-là, ces opinions-là que j'ai se fondent sur assez de cohérence là, pour m'avancer, pour dire ça. Je peux vous dire que je suis assez confiant par rapport à ça. Puis il y a des choses que c'est beaucoup moins clair. Puis je vais vous dire, bon, ça, mon opinion là-dessus, c'est un petit peu plus flou, je dirais, entre ça et ça. Fait qu'on s'aventure là-dedans en sachant qu'il n'y a pas... Il n'y a pas toujours des réponses absolues dans les réponses dans les relations amoureuses. Peut-être puis-je commencer par vous parler du mot amour. Là, étant donné qu'on a 1 heure, là, je vais essayer d'aller un petit peu droit au but. L'amour, c'est un concept qu'on a fait, un petit peu comme le bonheur, OK? C'est un terme qu'on a bâti, qu'on a fabriqué de toutes pièces, qui correspond à plein d'idéaux, plein de sensations, plein de construits, plein de comportements, de manifestations. Mais je peux vous assurer que le mot amour avec un grand A, ce n'est pas quelque chose qui est automatique pour tous les humains. Il y a beaucoup, beaucoup de cultures que le mot amour, comme le mot amour comme on l'utilise, n'existe carrément pas. Je me souviendrai toujours, à un moment donné, j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis là, je parlais au chef du village. Puis là, sa femme était là, tu sais, avec son nouveau bébé. Puis là, moi, je me posais ces questions-là. Tu sais, je suis très fatigant, moi, pour une tribu. Je pose tout le temps des questions malaisantes sans arrêt, qui ne savent jamais quoi faire avec. Et je demandais au chef, je dis, ta femme, tu sais, puis j'avais un gars qui traduisait, là, tu sais, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien. Je dis, ta femme, est-ce que tu l'aimes? Là, le traducteur, il me regarde, là, tu vois qu'il réfléchit. Tu vois qu'il y a une conversion là, qu'il faut qu'il fasse. Bon, OK. Bon. Là, il dit de quoi, tu sais, aucune idée, ça correspond à quoi. Il dit ça au chef. Puis le chef, il fait ouais. Genre, comme, ouais, je l'aime. Là, je suis comme, non, il a pas compris. Puis là, je dis, là, je reprécise, je dis, non, mais, tu sais, là, t'es-tu en amour, là, avec ta femme, ta délicieuse femme qui est là? Est-ce que tu es en amour avec? Je renchéris là-dessus. Le traducteur, il repart. Il réfléchit. Il repart. Il dit ça. Puis là, tu vois le chef, il est comme, bon, là, je sais pas quoi dire. Tu vois sa face de, qu'est-ce qu'il veut dire? Je suis en amour. Je viens d'y dire que je l'aime, ma femme, tu sais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut de plus? Là, il se revire, parce qu'il y avait d'autres hommes. Il se revire, puis là, il jase, tu sais. Il se consulte entre hommes. Pour se demander comme, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là? C'était en amour, suis-je en amour? Là, il se parle un peu, il revient vers moi, il dit, bon, fait que oui, comme tantôt. Fait que la réponse, c'est oui.
sais, je l'aime, là, tu sais. Puis là, je dis, non, c'est pas assez. Puis là, je repose encore la question, je dis, oui, mais tu sais, quand t'as la voix, là, t'as-tu des papillons en dedans? Là, je m'embarque dans la notion de papillon. Fait que j'explique ça. Là, il est comme papillon, papillon en dedans. Il va penser que j'ai une maladie, que j'ai un nid de quelque chose. Là, je dis, non, mais, tu sais, là, juste tu ressens quelque chose, là, t'es excité, là, tu sais, là. Là, j'y explique ça, il essaie de traduire ça. Le chef, il est complètement découragé. Il dit, regarde, là, je sais pas trop quoi te dire, là, c'est ma femme, OK? C'est ma femme, tu sais, on est bons ensemble, tu sais, ça va bien. Fait que là, à un moment donné, puis ça, là, c'est pas arrivé une seule fois, c'est arrivé des dizaines de fois dans des dizaines de tribus. Où est-ce que, à chaque fois, je me dis, bon, ici, lui, on va le traduire comme il faut, je vais poser la question, il va comprendre. Le trois quarts du temps, c'est le point d'interrogation, le néant de où est-ce qu'il s'en va le blanc avec son concept, là. C'est comme, oui, on est ensemble, là, je veux dire, qu'est-ce que c'est? C'est quoi que ça te prend? Alors, ça, pour moi, ça confirme quelque chose, un sentiment que j'ai par rapport au concept, parce que je réitère le fait que c'est un concept, l'amour avec un grand A. Ce n'est pas un standard qui est universel. C'est quelque chose qu'on a fait et qui est rendu un standard social maintenant, qui est très flou, mais c'est un standard théorique, avec toutes sortes de belles choses magiques là-dedans, et que nous, on a décidé que c'était quelque chose qu'on veut. Et on y tient. La preuve, vous êtes là. La preuve, c'est que tout le monde veut parler de ça sans arrêt. Parmi les sujets qui demeurent les plus populaires, l'amour. Ça, c'en est un. Okay? D'autres cultures n'ont pas ce mot-là. Ils sont capables d'aimer quelque chose, de dire quelque chose est bon pour toi. Il y a un paquet d'appellations qui existent. Mais l'amour avec un grand A, genre, c'est la personne pour moi. Là, les gens deviennent assez perdus souvent. OK, pas toujours, mais souvent. Souvent dans les sociétés traditionnelles, ils sont comme, là, t'es vraiment intense là, avec ton affaire d'amour. Là, je veux dire, tu sais, c'est ma femme, là, ça va bien. Je veux dire, on est content d'être ensemble, on est content d'être ensemble, puis on fonctionne bien. Mais là, ton affaire, là, grandiose, ton affaire comme impossible, je comprends même pas. Et ça, pour moi, puis je me souviens, j'ai posé cette question-là, là peut-être 14 ans, puis ça m'a toujours resté, puis j'ai toujours posé ces questions-là, puis à chaque fois, souvent, j'arrive devant un mur. Tout ça pour dire que, ici, on a créé un concept qui est plus proche du mythe qu'une réalité, qui s'appelle l'amour. Et avec l'amour, avec ce standard-là, vient donc quelque chose qui est aussi rare, c'est de trouver ce qu'on appelle the one, la bonne personne pour moi. Okay? Donc, ça vient ensemble. Parce que la seule façon de continuer à rêver à un concept comme ça, il faut qu'il se matérialise dans de la chair, okay? N'est-ce pas, dans une personne. Donc, si on croit à l'amour avec un grand A, il faut absolument que ça se matérialise dans une personne. Puis ça veut dire que si cette existence-là existe, ne serait-ce que théoriquement, ça veut dire qu'on peut le chercher. Et partout où on peut le chercher, il y a de l'argent à faire avec ça. Et ça, c'est super dans notre culture parce qu'on peut créer des choses qui n'existent pas nécessairement, mais si les gens pensent que ça existe, on peut continuer à courir après. Donc là, tout le monde est en route vers quelque chose, puis on cherche quelque chose, puis on se fait vendre des choses, puis ça fait rouler l'économie. Et c'est une partie, c'est ça, notre économie. C'est comme ça. C'est tu crées un standard, si les gens y adhèrent assez, ben, je veux dire, l'important c'est d'y croire, puis that's it. Là, je vais avoir l'air très sévère parce que c'est comme, ouais, mais Guillaume, je veux dire, on est en amour avec des gens. Donc, je veux dire, c'est pas que ça n'existe pas. Alors, là, on va, puis je vais le faire tantôt, décortiquer certaines sensations, certains comportements, certains mécanismes reliés aux relations amoureuses. Mais je veux juste dire que l'amour comme concept, ce n'est pas universel. C'est quelque chose qui est créé, c'est quelque chose qui est culturel. OK? Donc, ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement obligé de fonctionner avec ce standard-là. D'ailleurs, je vais vous proposer certaines alternatives que je trouve beaucoup plus porteuses, je ne sais pas quoi, en lien avec le développement de relations de type amoureuse, qu'on appelle les relations amoureuses, ou ce qu'on appellerait le couple. OK. Bon. La première chose que j'aimerais vous dire théoriquement, c'est que
la littérature tend vers des piliers fondamentaux des relations amoureuses à long terme. Et là, je spécifie à long terme versus le sentiment d'être en amour avec quelqu'un, ce qui n'a rien à voir avec la relation. Donc, là, déjà, là, je vais distinguer deux choses. Il y a la relation qu'on dit amoureuse, OK, à long terme, et il y a la sensation d'être en amour. Ce sont deux construits qui sont différents. Et je pense que c'est une contribution ce soir à notre discussion. Je pense qu'il faut faire la distinction entre les deux. Parce que les deux comportent des mécanismes qui sont distincts et confondre les deux est une grande source de détresse, de dévalorisation, d'émotions négatives, de déception. Il faut comprendre séparément qu'est-ce que l'un et l'autre, parce que les deux existent, c'est-à-dire la relation à long terme existe, et il existe aussi la sensation d'être en amour avec quelqu'un. Okay, c'est deux choses qui existent, c'est vrai ça. Donc, on va regarder l'un et l'autre. Donc, la littérature parle de trois facteurs qui définissent les relations à long terme. OK? Puis ça marche avec la première question qui est sur la tête de ma liste ici. Quels sont les éléments clés d'une relation amoureuse saine et durable? Le mot durable est important parce que, encore une fois, on essaie de créer un concept qui s'appelle l'amour, mais avec les sensations qui viennent avec, mais qui ne diminue jamais. Donc, cette stabilité-là, de cette sensation-là extrême, qui est extrêmement puissante, okay? Parce que ce lait-là, c'est puissant. C'est proche de la cocaïne, c'est proche de l'héroïne. Et donc, comment garder cette sensation-là quasiment toujours? Et là, c'est ça notre rêve. Le rêve, là, est-ce qu'il y a moyen de le vivre sans arrêt, sans aucune fluctuation? Donc, les trois piliers les plus importants dans une relation intime à long terme, il y en a trois. Je vous les présente. Le premier pilier, c'est l'attraction. Okay? L'attraction, c'est tout ce qui est de nature sexuelle. C'est tout ce qui est de nature physique. C'est l'espèce de drive inexpliqué qu'on a envers une personne. C'est quelque chose là, qui est absolument euphorisant. C'est une des sensations les plus puissantes qu'on peut avoir pour un être humain. Ça s'appelle l'attraction. C'est de nature typiquement sexuelle. Cette sensation-là, ce principe-là, ce mécanisme-là, ce pilier-là, si on veut, est fortement relié au concept qu'on appelle l'amour ou être en amour ou la relation amoureuse parfaite. Cette sensation-là est extrêmement difficile à détrôner. C'est vraiment le buzz, si on peut dire, le plus puissant. C'est vraiment dur à battre. Là. Tu sais, quand tu es en amour avec une personne, quand tu es attiré, tu peux devenir fou. Là. Je veux dire, c'est vraiment fort. OK? Bon, peut-être si on a le temps, j'expliquerai un petit peu les règles qui font en sorte qu'on va être attiré ou qu'on va ressentir ça envers une personne. OK? Tu as des strates. On ne peut pas créer ou synthétiser cette attirance-là pour n'importe qui. Il y a quand même un ordre des choses. Il y a quand même des conditions pour que ça arrive, sans lesquelles ça peut jamais arriver. Okay? Mais bref, donc je vais vous dire, il y a l'attraction. Cette attraction-là, c'est vraiment une drive qui va être assez psychophysiologique, c'est-à-dire une attirance, la sexualité y est fortement impliquée. Et ceci, ce n'est pas de la relation. Et ça, c'est vraiment important de dissocier deux choses. L'attraction, qui est le premier pilier des trois piliers d'une relation amoureuse, qui est l'attraction, et le développement relationnel, qu'on va parler dans peu de temps. Quand on est attiré d'une personne, c'est psychobiologique et ça a une drive, et donc c'est très fort au niveau énergétique, au niveau de la neurotransmission, au niveau émotionnel. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est permanent. Jamais. Et là, bon, ça me permet de vous dire, là, je suis conscient que ça se peut que je dise des choses ce soir qui vont tellement vous casser des rêves, puis je suis tellement désolé, là. Mais je pense que si on veut avancer sur ce sujet-là, il y a définitivement des deuils à faire pour être capable d'adresser les choses qui marchent, puis s'en responsabiliser, parce que le rêve, il y a des rêves qui vont juste rester un rêve. OK? L'attraction, tout ce qui est la physicalité, l'attirance extrême, la sexualité extrême, tout ça,
ce n'est pas un système qui est conçu pour rester. C'est un système qui donne un kick et il y a des baisses à chaque fois. Donc, ça donne un kick et il y a des baisses. Puis avec le temps, juste le passage du temps et l'exposition, ben, ce système-là se désactive progressivement. Ce système-là est relatif au désir, à l'attraction, l'attirance et tout ça. Ce n'est pas un système qui est permanent parce que c'est juste pas fait comme ça. Il n'y a aucune substance exogène en général et aucune drogue crée un effet longue durée sans être nocif. Le corps, le cerveau s'adapte à tout et pour avoir un même effet, il faut que tu augmentes le dosage. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne une substance exogène ou n'importe quel psychotrope. C'est la même chose avec cette attraction-là, c'est-à-dire une personne qui crée cet impact-là. Il va avoir une réaction et donc ce n'est pas physiologiquement possible de la ressentir tout le temps. Donc c'est un fait. Ceci qui est relié à la passion a tendance à diminuer avec le temps. Même si la passion est extrêmement forte, extrêmement élevée, la tendance générale chez tous les humains, c'est que ça diminue. C'est un fait et il faut commencer à faire face à ça sans avoir peur. Maintenant, pourquoi on aurait peur? Pourquoi on est terrorisé de cette baisse-là d'attirance et d'attraction ou de sexualité? C'est parce qu'on ne sait pas sur quoi se replier. Et donc, il faut aller vers le deuxième pilier des relations amoureuses. Le deuxième pilier s'appelle l'intimité, intimacy. Alors, l'intimité n'a rien à voir avec l'attraction. Ça n'a rien à voir. C'est un autre système qui fonctionne avec des règles très précises. L'intimité, ça, c'est relatif à la relation ou le fait de créer une relation. L'intimité n'est pas quelque chose qu'on consomme, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne à l'exposition, ça n'a rien à voir avec le mécanisme qui est impliqué avec l'attraction, rien à voir. L'intimité, c'est quelque chose que tu fais, c'est quelque chose qui est une construction, c'est quelque chose qu'on bâtit, c'est quelque chose qui demande du travail et des connaissances et de la technique en plus. D'où l'idée de comprendre la psychologie, puis le cerveau, puis les comportements, parce que il faut fabriquer l'intimité, parce qu'il faut fabriquer les relations. Ça ne vient pas avec l'exposition et ça ne vient pas strictement avec la sexualité ou l'attraction physique. Le fait d'être attiré par quelqu'un, le fait d'être même extrêmement et mutuellement attiré ne synthétise pas de l'intimité. Ça n'a rien à voir. Et il faut que ça soit nommé, il faut comprendre ça, parce que mêler les deux, faire en sorte que, par exemple, on entretient la croyance que plus on entretient le désir, plus ça se contamine automatiquement ou ça se transfère automatiquement en intimité, est une grave erreur parce que ça n'a rien à voir. Donc, l'intimité, c'est la relation. Ça va ensemble, je vous dirais. Est-ce que ça veut dire que c'est le même construit? C'est pas nécessairement, mais c'est relié. C'est-à-dire qu'il y a des fortes corrélations entre une haute intimité et une forte relation, une relation qui est très développée. Le nerf de la guerre des relations à long terme est donc l'intimité. Donc, il y a trois piliers. Là, on est rendu au deuxième. Ce pilier-là qui est central, qui est l'intimité, c'est beaucoup de travail. Parce que l'intimité, ça se fait à partir de l'interaction. L'interaction qui consiste aussi à l'interaction sociale, qui consiste à l'interaction interpersonnelle, la communication interpersonnelle. Donc, la façon dont on communique va stimuler l'intimité. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire de quoi on parle, les timings de communication, la façon dont on communique dans l'instant présent va stimuler plus ou moins de relations. Donc, nos stratégies de communication influencent directement l'intimité. Avec des faibles habiletés de communication, on synthétise peu d'intimité. Donc ça, c'est très important à savoir. Par contre, ça veut dire que c'est une zone qui est très, très flexible. Puis ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et le meilleur prédicteur d'une relation à long terme, c'est justement une forte intimité puis qui va être faite à partir de mécanismes de communication, de stratégies de communication. Maintenant, pour bien communiquer, pour créer plus de relations, ça a des règles très précises. Puis, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai créé Psychom, ma compagnie, il y a 15-16 ans. C'est parce que ça prend beaucoup d'habileté pour synthétiser et créer de l'intimité de la relation. Ce n'est vraiment pas automatique.
Et souvent, le maillon faible dans les relations à long terme, c'est pas nécessairement la sexualité. Le problème, c'est l'intimité ou la relation qui est beaucoup trop faible pour adresser la complexité des enjeux de couple et des enjeux par rapport à la vie en général. Donc, les habiletés de communication sont souvent beaucoup trop faibles pour optimiser l'intimité. Donc, souvent, l'intimité peut se développer, puis à un moment donné, il va y avoir un plafond. Okay? Il va y avoir un plafond dans la relation. Mais là, c'est dur de savoir de quel plafond on parle. Il y en a qui ont un plafond au bout de 6 mois, 1 an. Il y en a qui c'est au bout d'un an ou deux, de 10 ans. Donc, il y a différents types de plateaux. Ce n'est pas toujours un seul plateau. Il y a plusieurs phases. Mais souvent, quand ça plafonne, c'est que là, on n'a plus assez d'intimité. On n'a pas assez créé de relation, puis on ne sait plus comment aller vers l'avant. Et donc, la relation, c'est quelque chose qu'on fabrique. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît. Donc, c'est du travail. Ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus sur une base quasi quotidienne ou sur une base régulière. Et c'est assez technique. Étant donné qu'on ne parle pas de ça, parce que c'est beaucoup de travail, OK? Bâtir de l'intimité, puis comme on s'accroche toujours, hein, rappelons-nous, sur l'idée de l'amour comme étant quelque chose de parfait et d'extrêmement puissant et merveilleux, quand on s'aperçoit que là, on a l'espèce de chute d'attraction, c'est-à-dire l'espèce d'input énergétique juste par osmose ou exposition, puis on se rend compte qu'il faut commencer à travailler, mais on ne sait pas vraiment par quel bout prendre ça. Là, c'est là où la relation se dégrade très rapidement parce qu'on est confronté avec aucune marge de manœuvre. Parce que là, c'est le temps, justement, de développer l'intimité. Fait que théoriquement, ce qu'on veut, c'est correct, là, profiter de l'attraction sexuelle, être en amour, c'est génial, c'est super. Je veux dire, c'est pas du tout un problème, c'est pas du tout un défaut, c'est une super belle affaire. Même les animaux sont en amour, je veux dire, c'est comme ça. Les gens, dans des tribus, ils sentent en amour, ils vont pas le dire amour, ils n'ont pas nécessairement le langage pour le dire, mais des fois, je me souviens plus dans quel pays, je me souviens, c'était en Papouasie, en Indonésie, donc à l'est de l'Indonésie. Un moment donné, il y a un gars qui me disait qu'il y avait une fille d'un village voisin, là, elle, quand ils se voyaient là, dans la forêt, là, je veux dire, ils couchaient ensemble. C'était sûr. C'est comme ça. Donc, ça existe. Il y en a de l'attraction. C'est pas quelque chose relié au langage verbal uniquement. Puis c'est pas parce que nécessairement une culture n'a pas de mots parfaits pour le dire spécifiquement qu'ils sentent pas cette attraction-là. Donc, l'attraction, ça existe. Puis l'attraction, ça sert comme accélérateur. OK? L'attraction, qui, je le rappelle, toujours le premier pilier des 3 piliers des relations à long terme, ça sert à dire... Ça sert à faire une sélection rapide, parce qu'on est quand même 7 milliards d'humains. Hein? Il y a beaucoup d'humains sur la Terre. Donc là, le cerveau, il essaie de dire, bon, là, on va commencer à avoir une espèce de boussole qui va orienter nos choix, ça va être plus facile. Donc, une façon facile de s'approcher, de stimuler l'approche, ben, c'est l'attraction. Donc, c'est tout à fait approprié sur le plan biologique, sur le plan de la survie. Et donc, il y a cette drive-là. Donc là, il va y avoir cette espèce de fluctuation-là d'énergie vers l'eau, cette attraction-là. Mais là où c'est important de réagir, c'est qu'il faut qu'elle soit remplacée par un autre type de construction qui est la relation. Donc, si on fait juste se replier sur l'attraction, on se retrouve rapidement devant rien, puis on le sait. Notre cerveau va tendance à devenir anxieux quand on sent la baisse d'attraction. Soit la baisse d'une attraction de notre côté ou la baisse d'attraction de l'autre côté. Et là, on va avoir de l'anxiété. Et là, le doute s'installe sur est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je suis assez pour elle? Comment ça? Et là, il y a plein de processus anxieux qui se dessinent. Pourquoi? Parce qu'on ne le sait pas, ça mène où. On ne sait pas quelle est la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est le développement de l'intimité. Donc, c'est correct l'attraction, mais en parallèle, il faut développer l'intimité. Donc, même si l'attraction a tendance à diminuer avec le temps, l'intimité, non. Si on continue à travailler, si on travaille dessus, si on développe la relation et l'intimité, l'intimité se construit. Et ça, c'est ce qui est important. C'est le nerf de tout ce qu'on a fait comme société humaine, que ce soit dans le couple, dans la famille ou comme société. Il faut construire quelque chose, non pas consommer quelque chose. On peut consommer quelque chose, c'est correct, là, mais ça ne peut pas remplacer la construction. Et donc, c'est plate à dire, mais tout est une question de travail et d'habileté à un moment donné. Donc, il faut, à un moment donné, construire cette intimité-là.
troisième pilier, premier pilier attraction, deuxième pilier intimité, troisième pilier, ça va être en français l'engagement, ok? Commitment en anglais. L'engagement est le troisième pilier. Maintenant, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, encore une fois, c'est pas très clair la façon dont on se fait enseigner sur qu'est-ce que l'engagement. Est-ce que ça veut dire s'attacher? Est-ce que ça veut dire s'empêcher de? Est-ce que ça veut dire faire des promesses? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'engagement, c'est d'abord et avant tout l'acceptation d'être des partenaires et d'avancer ensemble. Ça commence avec ça. Donc, il faut accepter d'avoir une trajectoire qui va dans un sens commun. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire atteindre des buts qui sont communs, créer des projets qui sont communs, ou avoir quelque chose qu'on recherche, qu'on est tous les deux reliés à cette route-là. Ça part de là, l'engagement. C'est aller vers quelque chose ensemble. Là, vous allez me dire, OK, est-ce que c'est comme ça qu'on fait dans notre culture? Non. L'engagement est souvent confondu avec la peur de perdre l'autre. Donc, on fake un engagement, c'est-à-dire on crée artificiellement, c'est-à-dire on empêche la personne de s'en aller et on essaie de s'empêcher de s'en aller. Ça n'a rien à voir avec l'engagement. L'engagement n'est pas essayer de se promettre quelque chose. Ce n'est pas se marier pour se marier. Ce n'est pas avoir un titre commun. Ce n'est pas le fait de déménager dans une maison. C'est pas nécessairement ça l'engagement. L'engagement, c'est l'acceptation du partenariat pour quelque chose d'important, individuel, co-individuel et quelque chose de commun. C'est ça un engagement. Donc ça veut dire, encore une fois, que c'est du travail. Parce que pour créer un engagement, si ça dépend d'une trajectoire, ça veut dire que ça prend des buts, ça prend une direction. Puis cette direction-là est établie comment? En fonction de la connaissance de soi. Encore une fois, la relation est une conséquence d'une connaissance de soi. C'est très difficile de s'engager si on ne sait pas en fonction de quoi s'engager. Et si on ne nomme pas ou ce n'est pas clair vers quoi on veut aller, dans le fond, notre engagement n'est pas un vrai engagement. Ça sert juste à ne pas se faire peur pour dire « personne ne se sauve ». Ce n'est pas un engagement constructif. Ça sert à dire « j'ai peur qu'on se sauve », donc on se dit « personne ne se sauve ». Un pas de se sauver n'est pas un engagement. Un pas quelque chose n'est pas un quelque chose, c'est-à-dire avancer vers quelque chose. Avancer vers quelque chose, c'est un mouvement. Un pas quelque chose, c'est très statique. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est important de distinguer ça parce que le problème typique, c'est que, mettons qu'il y a les trois piliers, là, attraction, intimité, engagement. L'intimité est toujours le maillon faible parce que ça nécessite beaucoup de conscience de soi, beaucoup de techniques de communication, beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de persévérance. Et donc, comme c'est souvent le maillon faible, alors que c'est le plus important, les gens essaient de compenser la chute d'attraction en sautant de l'attraction à l'engagement. C'est-à-dire, oh my God, là j'ai peur qu'on ne soit pas assez, j'ai peur que tu ne sois pas assez, j'ai peur de ne pas être assez, engageons-nous. Aussitôt qu'on veut sauter par-dessus ou trop rapidement l'intimité, le fait de sauter trop rapidement de l'attraction à l'engagement est forcément un comportement anxieux. Donc, ce n'est pas un vrai engagement. Ça s'appelle une stratégie de co-évitement. Et un engagement comme ça est impossible à tenir à long terme. C'est impossible. C'est comme dire, je vais essayer de tenir sur mon vélo en équilibre, mais j'avance pas. Tu peux. Ça va durer 2, 3 secondes, 4 secondes. Puis peut-être que si tu travailles au Cirque du Soleil comme athlète, tu vas t'offrir plus longtemps. Mais ce n'est pas faire du vélo. Ce n'est pas un mouvement vers l'avant. Donc la seule façon de tenir en équilibre longtemps sur du vélo, c'est d'avoir suffisamment de vitesse, donc mouvement vers l'avant. Et c'est ça. C'est un engagement vers quoi? Typiquement, l'engagement doit avoir typiquement 3 sphères. C'est-à-dire qu'on doit s'engager envers soi-même. C'est-à-dire, moi, je vais avancer dans ma vie, puis je veux le meilleur pour moi, puis je veux atteindre des choses importantes pour moi, puis je veux me développer, et je veux que mon partenaire ou ma partenaire soit la meilleure personne pour m'aider à être pleinement moi.
Donc, il y a une espèce d'assistance de l'autre pour m'aider à être encore mieux dans ma peau, puis à avancer vers qui je veux être, puis à avancer vers ce que je veux faire, ce que je veux être et pourquoi, etc. Et vice-versa. Donc, c'est-à-dire, c'est un co-encouragement et un co-support. Et il y a une troisième sphère qui est entre les deux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a eu le goût de faire ensemble. Donc, idéalement, là, les sphères d'engagement ont souvent trois sphères. Deux sphères individuelles et une sphère qui est commune. Faire ça, c'est la meilleure façon de s'engager. Donc, on est dans le mouvement. Et quand on développe suffisamment d'intimité et de relations, de mécanismes de communication qui permettent ça, ça maintient l'engagement, ça crée des ajustements dans les types d'engagement, parce qu'un engagement, là, c'est pas on se trace un objectif puis c'est comme ça pendant 15 ans. Ça bouge tout le temps. C'est très vivant, un engagement. Donc, nos objectifs, vers où on va, c'est vivant aussi. Donc, les mécanismes d'ajustement passent par toujours des processus intimes. Donc, même l'engagement et l'intimité, ça fonctionne ensemble. Donc, c'est impossible d'être s'engager et s'engager à long terme, puis toujours avoir le bienfait de ça en étant détaché des mécanismes qui créent cette intimité-là, donc qui créent le sens à l'intérieur de ce qu'on veut faire, puis vers où on veut aller. Donc, l'intimité et l'engagement, ça va ensemble. Mais sauter de l'attraction à l'engagement, je vous dirais que c'est pas vraiment possible. Alors, voici les trois piliers qui sont très importants. Et quand on accepte ça, il y a plein d'avantages. Premièrement, il y a des deuils quand même. La première chose, c'est qu'il faut faire la différence entre une relation et l'attraction et le feeling d'être en amour. Ça, c'est le premier pilier et il passe. Donc, la passion, ça passe. Je ne dis pas qu'il n'en reste pas jamais, puis que ça ne revient jamais, puis que ça devient à zéro. C'est pas ce que je dis. Mais il faut à un moment donné accepter les faits. Ce n'est pas conçu pour être exactement comme dans les premières semaines ou les premiers mois. Ce n'est pas conçu comme ça pour personne. Donc, à un moment donné, il faut faire face à cette réalité-là. Puis même si c'est plate parce qu'on s'est fait un petit peu bullshiter, on va se le dire, par toutes sortes d'instances, où est-ce que là, on croit que si on trouve la bonne personne, ou pire, si on a assez évolué comme personne, là, on va se mériter l'accès à ça. Alors, c'est complètement de la bullshit. Ce n'est pas comme ça la vraie vie. Pas du tout. Et le fait de rechercher ça est un aspect corrosif et qui va complètement court-circuiter nos relations juste par obsession de tout le temps maintenir une espèce de feeling parce qu'on pense que c'est la bonne voie. Bien, ça ne l'est pas nécessairement. Donc, la bonne voie, c'est le développement de l'intimité et le développement de l'engagement. Ceci dit, je vais aller vers des questions, puis je vais faire, comme là je vais pouvoir essayer de faire des liens entre les questions, que j'ai pas toutes lu les questions, mais au moins les éléments théoriques que je viens d'aborder. Donc, qu'est-ce qui explique qu'une personne soit souvent attirée par des hommes ou des femmes qui sont indisponibles émotionnellement? Bon, encore là, on rentre dans des questions quand même assez complexes, puis oui, je pense que j'ai une opinion là-dessus qui est partagée par plusieurs psychologues. Quand tu es constamment attiré par quelqu'un qui n'est jamais disponible, c'est par anxiété, souvent. L'anxiété de quoi? L'anxiété d'être déçu. L'anxiété le refus de dire qu'une relation, c'est du travail, c'est un partenariat, puis c'est pas de la magie. Ne serait-ce qu'accepter ça va changer beaucoup la braquette ou ce qu'on recherche. Okay? Juste le fait de dire, OK, il faut développer une relation, puis c'est ça, une relation amoureuse à long terme. Le fait d'accepter ça change quasi automatiquement une grande partie de la sélection des candidats ou candidates sur lesquels on va fixer, sur lesquels on va essayer de s'approcher. Donc, notre interprétation de ce qu'on cherche dans les relations amoureuses vont changer nos critères de sélection. C'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu de ces trois piliers-là. Donc, quand on est constamment attiré vers des personnes non disponibles, moi, mon opinion, c'est que c'est une forme d'évitement, c'est-à-dire l'évitement de la déception de quoi? De cette illusion-là qu'on n'est pas sûr si ça se fait vraiment, mais on y tient, puis on a peur d'être déçu. Donc, la peur de la déception est une grande anxiété, en passant. Le fait d'être terrorisé à l'idée d'être déçu puis d'être engagé, c'est une terreur. Et souvent, une personne, juste par mécompréhension de qu'est-ce qu'une relation, comment ça marche une relation pour vrai, on ne prend pas de chance. On fait, sais-tu quoi, on va s'assurer de vivre le maximum d'émotions
intense qui correspond au premier des trois piliers des relations, c'est-à-dire l'attirance ou l'attraction. On va s'assurer de la vivre, mais on va s'assurer qu'on ne peut pas vraiment s'engager parce que on n'est pas disponible. Donc, si on n'est pas disponible, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de travailler sur l'intimité. Donc, c'est super, ça. On peut juste avoir de l'héroïne gratuitement, puis on fait « Ah, il n'y avait pas de repas plus consistant que ça, comme des légumes ou des brocolis. Fait que là, j'ai juste de l'héroïne, je vais me contenter de ça. » Donc, c'est une stratégie, je dirais, autant évitante que inconsciente, puis pas par mauvaise volonté. Pour moi, c'est beaucoup une question d'éducation. Moi, je pense pas qu'il y a des gens vraiment qui travaillent. Ben, je veux dire, c'est sûr que ça existe, là, mais en vaste majorité, les gens qui vont dire ah, je suis tout le temps attiré par des gens qui sont pas disponibles, ben, c'est pas parce que c'est un choix conscient, c'est parce qu'il y a une mécompréhension des processus relationnels. Puis, comme on sait, c'est quoi une relation où on est attiré avec quelqu'un, c'est tellement puissant que c'est comme on continue d'entretenir ce mythe-là. Mais pour moi, c'est un mythe. C'est la différence entre le réel développement des relations amoureuses versus le mythe qui est the one. Et quand une personne a de la difficulté à laisser aller ça, ce concept-là qui est the one, c'est très difficile pour cette personne-là d'accepter le fait que non, l'attirance, c'est quelque chose qui passe, mais ce qu'il faut définir, ce sont les habiletés d'intimité. Donc, voici mon opinion sur cette question-là. Pourquoi certaines personnes, particulièrement les hommes, confondent-ils excitation sexuelle et amour? Bon, premièrement, dans la question, il y a le mot amour. C'est tricky, ça, parce que elle commence où, l'amour? C'est quoi? Quand est-ce que ça commence, l'amour? Donc, pour moi, ce que j'entends dans la question, c'est la relation et l'attirance sexuelle. OK, ça, je comprends ça. Mais l'amour, ce n'est pas un concept extrêmement opérationnalisable et précis en termes de début et de fin. Donc, la relation, c'est plus opérationnel, du moins. Et donc, la relation ou l'attachement, c'est quelque chose qui est relatif à l'intimité. Et l'excitation sexuelle, c'est relatif plus au premier pilier ou l'attirance. Alors, les hommes et les femmes ont différents facteurs qui maintiennent ou alimentent ou stimulent l'attraction sexuelle. Pour les hommes, ça a une fonction un petit peu plus indépendante de la relation ou de l'attachement. Pour les femmes, c'est beaucoup plus intrinsèquement relié au niveau relationnel. Ce qui fait que pour une femme, lorsque la relation est en moins bon état, une femme se sent moins proche d'une personne, sexuellement, c'est beaucoup moins accessible. Les hommes, c'est plus indépendant. Donc, c'est pour ça, c'est parce que les hommes et les femmes sont différents sur ce plan-là. C'est-à-dire le premier pilier qui est l'attirance, tout ce qui est attirance sexuelle, tout ce qui est sexualité, versus attachement, intimité, relation, versus les femmes, c'est plus interrelié. Que dirais-tu à un couple qui reste ensemble seulement pour les enfants alors qu'ils ne sont plus amoureux? Bon. Quand on dit « ils ne sont plus amoureux », encore là, vous voyez, là, c'est inhérent dans notre façon de formuler les questions. Ils ne sont plus amoureux. Je veux dire, on parle-tu de passion? C'est-tu de ça où on parle? Ou on parle qu'ils n'ont plus d'intimité puis la relation, elle est dégradée? Ce qui est complètement deux choses. Le fait qu'un couple soit plus vraiment attiré nécessairement l'un envers l'autre, mais que l'intimité, la complicité, le rire, le plaisir de se voir, le plaisir d'être ensemble est là, il n'y a aucun problème avec ça. Là. Je veux dire, c'est le maillon le plus important, c'est la relation. Ce n'est pas l'attirance sexuelle. Ce n'est pas ça qui crée la stabilité, puis même l'aspect positif et constructif d'une relation. Ce ne l'est pas. Puis je ne dis pas que ça n'amène pas quelque chose de positif, la sexualité, mais ce n'est pas la base. La base, c'est réellement la relation. Donc, si deux personnes ont une intimité qui est bonne, une communication qui est bonne, une complicité qui est bonne, puis que là, ils se sentent moins attirés, puis que là, ils ont un engagement, qui est le troisième pilier des relations. Puis parmi l'engagement le plus puissant, le quasi-automatique, c'est l'engagement au niveau biologique, c'est-à-dire la subsistance, donc le fait d'avoir des enfants, de maintenir une famille. Donc l'éducation, c'en est un engagement. C'est un engagement qui est, je dirais, assez biologique, assez corporel, mais c'en est un définitivement un engagement. Et donc, quand un couple
est capable de dire non, non, on est ensemble parce qu'on a une mission importante, c'est-à-dire élever des enfants. Puis ce n'est pas rien, c'est la mission la plus complexe qui existe, l'éducation des humains. C'est l'affaire la plus difficile, qui nécessite le plus de dévouement, le plus de complicité, le plus de partenariat. Alors, s'il y a une bonne raison d'être ensemble, ça devrait être celle-là. Par contre, si la relation est dégradée, les émotions sont négatives, en plus du fait qu'il n'y a pas d'attirance sexuelle, ben là, on est ailleurs. Ça veut dire que là, ça crée une ambiance qui est négative à la maison, ça crée des impacts sur les enfants qui sont documentés. Donc là, ce n'est pas une bonne raison, le fait de dire, ben là, on a des enfants, on reste quand même ensemble. Oui, mais les enfants ne vont pas mieux se développer dans un contexte qui est négatif, où il y a beaucoup de colère, de l'abus puis de la violence. Alors, c'est également quelque chose qui est documenté. Donc, c'est pour ça la question dit, ils ne sont plus amoureux. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle-tu de la passion? Not a problem. Est-ce que c'est l'intimité ou la relation qui est dégradée? Ça, c'est un problème. Donc, il faut spécifier les deux. Donc, il faut comme casser un peu le thème amour. Hein? L'amour, là, c'est vraiment un thème que j'aime pas parce qu'il y a tendance à regrouper tout ce qui existe à l'intérieur d'une relation. Mais physiologiquement, il y a des construits puis des mécanismes qui sont différents. Psychologiquement, c'est différent. Donc, il faut séparer un peu ces parties-là. Comment bien gérer ou éliminer sa jalousie au sein de son couple? Ça, c'est une question qui est vraiment difficile, mais qui est vraiment, vraiment intéressante. OK? Bon. Il y a plusieurs... C'est une grosse question, là, mais rapidement, là, il y a plusieurs facteurs qui vont créer de la jalousie. La première chose, c'est une peur, c'est une anxiété. OK? Il y a de l'anxiété dans la jalousie, ça, c'est sûr, sûr, sûr. La première anxiété, c'est le fait d'avoir la preuve qu'on n'est pas assez. Quand on est jaloux, OK, de notre partenaire, quand on est facilement jaloux, qu'on est facilement stimulé en termes de jalousie, c'est qu'il y a une terreur qui existe, qu'on va avoir bientôt la preuve que c'était juste dans notre tête, puis que c'est dans notre tête qu'on s'est dit qu'on était assez bonne ou assez bon pour cette personne-là. Et ça, cette future déception-là, cette future claque dans la face-là, est une terreur pour les humains parce que ça touche à de la profonde dévalorisation sur le self, sur l'ego, sur le soi profond. Et quand on aime quelqu'un, on s'ouvre, on ouvre cette vulnérabilité-là d'avoir la preuve si effectivement je suis assez pour cette personne-là. Donc, il y a ça aussi. Surtout quand l'attraction est très, très forte puis l'intimité est très faible. Okay? Souvent, l'intimité qui va être faible avec une attraction qui va être très forte va donner lieu à un mix qui est beaucoup plus explosif en termes de jalousie. Donc, c'est ça. Donc, il y a cette peur-là. Il y a d'autres choses aussi que je voulais vous dire qui sont un petit peu plus touchées. Il existe des tabous dans la jalousie. Puis, tu sais, bon, moi, je ne pense pas que c'est pas du tout sain, là, être jaloux, là. OK? Puis, je dis pas qu'on peut jamais l'être, hein. C'est comme, ça nous arrive tous ou toutes. Puis, c'est comme, je veux dire, c'est pas... les émotions, ça fait partie de la vie, puis c'est pas un problème, OK? Là, on parle, par exemple, de jalousie pathologique, là, qui amène à des graves émotions négatives, de la manipulation, de la violence, peut-être. OK? Là, on est vraiment dans un spectre qui est pas du tout sain. Par contre, tu as différentes petites choses là, qui éveillent de la jalousie à toutes sortes de niveaux. J'ai remarqué quelque chose que je trouve que je ne sais pas pourquoi ce n'est pas nommé. Je ne sais pas s'il y a un malaise par rapport à ça. Mais, puis c'est pas que je défends la jalousie, hein, ou les hommes jaloux, les femmes jalouses, parce que les deux, hein, les hommes et les femmes peuvent être jaloux. Il n'y a pas, c'est pas stéréotypé homme ou stéréotypé femme. Là. Okay, c'est les deux. OK. Tu sais, vous savez, je travaille beaucoup en communication interpersonnelle. C'est pas mal, je dirais, une de mes bonnes spécialités. Et la communication, c'est quelque chose qui est rapide. C'est principalement non-verbal. C'est-à-dire, quand tu regardes le visage d'une personne, le visage envoie un paquet de stimuli qui sont beaucoup reliés aux expressions faciales, aux mouvements oculaires, et ça se capte par le cerveau de l'interlocuteur en 10 millisecondes.
OK? 10 millisecondes, c'est vraiment rapide parce que la conscience embarque seulement entre 80 et 100 millisecondes. OK? Donc, en 10 millisecondes, là, c'est tellement rapide que ton cerveau réagit, mais tu ne te rends pas compte consciemment que tu as détecté quelque chose dans le visage d'une personne. Mais le cerveau l'a détecté. Bon. Tout ça pour dire, le cerveau, ça voit tout. C'est vraiment, vraiment rapide et vraiment précis. Donc, si on sait ça, le cerveau est capable de lire les expressions faciales. Il est capable d'inférer des processus mentaux. C'est à cette vitesse-là. Là. OK? On est en millisecondes, puis on peut le mesurer même avec du potentiel évoqué dans différentes techniques là, pour mesurer la fluctuation électrique dans le cerveau. Donc, si on sait que ça va à cette vitesse-là, ça veut dire que notre cerveau est capable de lire certaines dispositions, certains comportements, certaines activations cognitives, émotionnelles dans le comportement non-verbal d'une personne. Ce que j'ai remarqué, c'est, tu sais, dans la vie, ça nous fait du bien d'être admiré des autres. Ça nous fait du bien à court terme, okay, d'avoir de l'attention sociale. C'est très puissant, l'attention sociale positive va alimenter ce qu'on appelle la désirabilité sociale, qui est une espèce une tendance qu'on a de vouloir plaire, okay, de vouloir correspondre à des attentes des autres pour avoir de l'attention positive. Okay? Donc, la désirabilité sociale, c'est un facteur qui est très documenté. C'est normal. Les humains veulent plaire. Les humains veulent être acceptés dans un groupe. Les humains veulent être rassurés dans leurs valeurs. OK, c'est correct. Mais quand une personne a une forte désirabilité sociale, quand une personne a tendance à vouloir rechercher de l'attention, on le voit. On est capable de détecter ces comportements-là. Comment? De mille et une façons. Puis on n'a pas besoin d'être psychologue pour ça. On peut le lire dans la respiration, on peut le lire dans la façon d'utiliser le sourire, on peut le lire dans la façon de se positionner, on peut le lire dans la façon de rire, de garder l'inspiration, d'expirer, la distance, tout ça. Toute cette lecture-là, c'est immédiat. On peut le lire quand une personne travaille à attirer l'attention. OK? Quand, mettons, je suis avec une fille, OK? Puis là, cette fille-là, elle veut avoir de l'attention. Elle a besoin de cette énergie-là. Elle a besoin de se sentir rassurée, par exemple. Il va y avoir des comportements, et je ne dis pas que ce sont des comportements conscients, ce sont des micro-comportements qui traduisent le fonctionnement cérébral. Donc, on va lire la recherche de cette attention-là. C'est visible. Moi, je peux le voir, mais puis je suis capable de le nommer en mots parce que c'est ma job, mais tous les cerveaux sont capables de sentir, de lire ça. On a un flair pour ça. Mais c'est tellement petit que, puis on n'a pas le langage en neuropsychologie pour le nommer, mais on est capable de sentir qu'une personne, elle recherche l'attention. On le sent, on l'a détecté. Mais on ne peut pas le dire parce que c'est trop petit, on n'est pas capable de nommer c'est quoi, c'est difficile. Fait que là, on est pris avec un feeling de dire, écoute, cette personne-là, elle veut comme un peu plaire. Mais là, ce qui rend fou, c'est que tu ne peux pas le dire, ça. Parce que tu n'as pas de raison objective de le dire. C'est un feeling. Donc là, tu ne peux pas le dire. Et là, le fait de s'inhiber, ben là, on fait comme, ah ouais, c'est ça, c'est supposé être dans ma tête, mais je veux dire, je le vois, là, je veux dire, voyons, je suis pas fou, je le vois qu'il y a une petite tendance. Et là, ça rend fou. Et c'est vrai. Ça rend fou parce que tu as observé quelque chose, ça déclenché une émotion que tu n'as pas nécessairement aimée, mais là, tu n'as pas le droit de le dire parce que tu n'as pas de preuves. Donc là, même si je voudrais dire, mettons, cette fille-là, ben là, tu sais, je veux dire, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Là. Cette personne-là, cette fille-là, qui n'est pas mal intentionnée, elle va se revirer vers moi puis elle va dire, mais quoi, voyons donc, j'ai rien fait de pas correct. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut pas dire, j'ai comme senti... Fait que là, ça déclenche de l'impuissance, de dire « Hey, j'ai vu quelque chose, fais juste me le dire, qu'on en parle, puis ça va passer, puis on va pouvoir peut-être parler de quelque chose. » Mais là, on fait « Non. » Le fait de nier des micro-comportements en lien avec les désirabilités sociales, je peux vous dire, ça rend tout le monde fou. Là, il s'ensuit des problèmes. C'est-à-dire, une personne qui a cette peur-là de ne pas être assez.
Si elle voit ou si il voit que son ou sa partenaire recherche l'attention des autres, son cerveau fait comme « moi, je ne suis pas assez ». Cette personne-là a besoin de d'autres choses que moi, je ne suis pas capable de lui donner. Donc, il y a une comparaison entre l'environnement et moi. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on se sent mal. On se sent pas assez comme personne. Puis, il n'y a pas d'éducation pour parler de ça. On est juste supposé se sentir « Non, non, je suis confiant, je ne suis pas jaloux, je laisse les autres libres. » OK? On est supposé comme tout pas parler de ça. OK? Et là, comme je dois inhiber ce sentiment-là, qui est une grosse confusion, parce que là, je le décortique, je le dis, mais une personne, ça va vite, c'est un feeling, c'est un kick que tu sens comme ça, puis on ne sait pas comment l'interpréter, ça rend malheureux, là. C'est une douleur interne de ne pas être assez pour la personne que tu aimes, puis là, on se sent mal parce qu'on se dit, ben là, je ne peux pas être jaloux, je veux dire, parce que c'est un signe de faiblesse être jaloux, parce que je ne peux pas admettre que je suis jaloux. Fait que là, il faut que je dise, non, non, mais juste arrête de faire ça, puis là, habille-toi pas comme ça. Puis, fait que là, on veut contrôler la personne pour essayer de ne plus vivre ce sentiment-là d'infériorité, parce que la personne fait, non, non, moi, j'ai rien fait de pas correct. Parce que ce sont des comportements qui sont souvent non conscients ou rapides. Ça, c'est un scénario qui arrive très souvent. Et comme on ne parle pas vraiment de neuropsychologie, de comportement fin, on n'est pas capable de déconstruire ça puis de rendre ça comme pas étant un tabou. Donc, ça reste un tabou. Comme je vous dis, on n'a même pas des habiletés pour construire de l'intimité puis de la relation de confiance. Parce que la confiance qu'on a avec une personne, ce n'est pas basé sur l'attraction, c'est basé sur l'intimité. Rappelons-nous, on n'a pas l'éducation ou l'enseignement ou la méthode pour bâtir ça. On n'a pas de repères. Donc, qu'est-ce qui reste? La peur de perdre. Et ça rend complètement fou. Donc, ça, c'est un phénomène qui arrive beaucoup dans ce qu'on appelle la jalousie. L'antidote de ça, pour répondre à la question, comment gérer ou éliminer la jalousie, ben, il faut absolument augmenter l'intimité, il faut augmenter l'engagement. Puis la seule façon de le faire, il faut augmenter la conscience de soi, il faut savoir comment un cerveau fonctionne, il faut savoir la mécanique relationnelle, il faut savoir la mécanique de l'intimité, il faut la pratiquer ensemble. Et ça, c'est l'antidote contre la jalousie. Voilà. Donc, c'est un gros sujet. C'est un sujet que je trouve super intéressant. Puis, comprenez-moi bien, je ne défends pas la jalousie, mais la jalousie, ça existe à différents degrés. Puis, n'importe quoi qu'on n'explique pas, qu'il faut essayer d'inhiber, c'est une bombe à retardement. Donc, si on veut soigner notre jalousie, c'est-à-dire soigner nos relations, il faut parler des mécanismes relationnels. Voilà. Bon, il reste un petit 2 minutes. L'attirance physique peut-elle se développer avec le temps? En général, non. OK? Pas non de façon là, unilatérale puis blindée. La tendance, c'est que non. D'habitude, la tendance, c'est l'attirance, ça va se développer un petit peu plus dans les premiers instants, mais au début. Mais c'est rare que l'attirance est très, très flat puis ça va augmenter avec le temps. C'est possible. C'est pas nécessairement que ça se pourra pas, mais ce n'est pas le scénario le plus typique. Donc, voilà. Mais ça se développe. Puis ça peut se développer. Aussi, le développement de l'intimité peut aussi contribuer au développement de l'attirance. Parce que parce que quand on est attiré par quelque chose, c'est un peu comme la beauté. OK? La beauté, ça n'existe pas, la beauté, à l'intérieur d'un objet ou de quelque chose. La beauté, c'est une interprétation qui est dialogique, c'est-à-dire qui est une relation interactive entre l'objet et toi. Donc, c'est quelque chose qui est interactif. Donc, si ton processus d'intimité ou le fait de te transformer toi-même ou d'avancer, ça change ton rapport aux choses, ça change ton regard, ça change ce qui te fait quelque chose, ben il y a des choses qui ne t'attiraient pas, que tu n'aimais pas avant et qui peuvent se développer. Donc, c'est possible. C'est moins classique, OK? Je dirais pas que mettons, ça part de 0,00 attirance, puis après ça va là, avec le temps, au bout de quelques années, aller à 2000%, puis ça reste là. Je dirais non, c'est pas quelque chose qui est typique ou
qui va arriver. Par contre, il peut y avoir un certain développement. Puis aussi, il peut y avoir une certaine forme d'attirance au début de la relation. Puis là, après ça, cette attirance-là, vécue comme telle, dans ces yeux-là, dans ce mode d'interaction-là, va avoir tendance à diminuer. Mais le fait de développer de l'intimité peut faire augmenter une attirance, mais pas basée sur les mêmes facteurs. Parce que ce qui est le fun, c'est que plus on avance, plus on est conscient de choses dans soi et dans l'autre, et plus l'intimité se développe, on voit des nouvelles choses. Et cet aspect de découverte-là, c'est quelque chose qui est très stimulant pour le système d'attraction. Donc, la découverte, la surprise, c'est quelque chose là, qui est très dopaminergique, puis ça a tendance à développer l'attirance. Bon, une dernière petite question. Mon Dieu. Si nous sommes capables de reconnaître nos patterns dans nos relations amoureuses, comment fait-on pour les éviter? Je dirais que la façon de briser des patterns, en fait, c'est les patterns ils vont être là. Okay? Un pattern, ça joue dans nos zones de vulnérabilité, de sensibilité. Tu sais, il y a certaines choses qui nous attirent, OK? Que c'est comme, on essaie de rationaliser ça, mais ça a tendance à être assez stable dans le temps, les choses qui nous attirent, d'où ce qu'on appelle les patterns. On est attiré souvent par les mêmes choses, OK? Bon. Moi, ma recommandation, c'est touchez pas à vos patterns. C'est, prenez conscience de vos patterns, faites la différence entre ces patterns-là versus le développement d'une relation. Parce que le développement d'une relation est une traque qui est beaucoup moins influencée par les patterns. Donc, quand on met la main à la pâte, là, quand on décide de travailler le développement d'une relation, ben, ce mode de construction-là va avoir tendance à garder les patterns sous contrôle. Mais on va toujours être un petit peu sensible à certains patterns. Mais avec le temps, avec le temps, je pense qu'on fait le choix de ne pas renforcer ce pattern-là parce qu'on l'a vécu et revécu, ça n'amène pas nécessairement quelque chose de positif. Et à un moment donné dans sa vie, on est tanné de perdre notre temps parce qu'on ne vit pas longtemps. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on n'a pas tant de temps à perdre que ça. Et à un moment donné, quand tu perds du temps, des jours, des mois, des années à renforcer le même pattern, à un moment donné, tu commences à devenir méfiant d'un certain pattern et tu n'as plus le goût nécessairement de renforcer un pattern en particulier et tu décides de dire « Oui, je le vois, ça c'est typiquement moi et c'est typiquement pas le choix que je vais faire cette fois-là parce que je ne veux plus le vivre, celui-là. Je suis rendu ailleurs, je veux développer d'autres choses. » Puis le mot-clé, c'est développer plutôt que fitter avec quelque chose ou avec quelqu'un. Quand on essaie de fitter, ça, c'est très pattern, c'est très attirance brute. C'est très premier pilier des 3 piliers de la relation, qui est d'une relation d'entente, qui est l'attirance. C'est typiquement là que se loge le pattern. Mais quand on décide de travailler, c'est un mouvement. Et le mouvement qui se construit est une des meilleures façons pour garder le pattern sous contrôle, ne pas le renforcer, puis de le voir clairement. Mais moi, je ne pense pas qu'il faille investir trop d'énergie sur briser ces patterns. Je pense qu'il faut investir plus d'énergie pour concevoir qu'est-ce qu'une vie qui a un sens pour soi. Et une vie qui a un sens pour soi et une relation qui a du sens pour soi, c'est une relation que tu bâtis. Parce que c'est le château que tu vas vouloir défendre. Je vous quitte là-dessus. Donc, merci. Merci d'avoir été là en si grand nombre. Ça a été un plaisir. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça me plaît beaucoup parler de ces éléments-là. Je vais garder les questions auxquelles j'ai pas répondu. Peut-être que je vais faire une part 2 de relations amoureuses, sûrement. Je me permets de vous proposer la chose suivante, c'est que je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Le développement d'une relation amoureuse est basé sur l'intimité et la relation. Et ça prend des habiletés de communication. D'ailleurs, ceux qui veulent développer ça,
il y a différentes choses que je peux faire sur Psycom avec les ateliers. Et il y a un Psycom 1 en ligne qui s'en vient la première fois, qui est vraiment un cours en ligne que vous pouvez regarder et acheter. Et donc, je suis super excité. On est en train de travailler là-dessus, mon équipe et moi. Et ça va être prêt dans une semaine ou deux. Donc, on est super excité de ça. Je vous encourage à regarder ça parce que quand on parle d'habileté, de relation, habileté d'intimité, la seule façon de le faire, de le fabriquer, c'est avec des habiletés de communication. Et ne serait-ce qu'avoir ça entre les mains, ça change complètement les possibilités de ce qu'on peut faire, une relation qu'on veut développer ou une relation existante qu'on veut développer. Donc voilà, prenez soin de vous et développez votre intimité avec vos relations amoureuses. Donc je vous souhaite une super belle soirée. Merci. Bye.